Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la confusion, comment on peut confondre un évitant avec un autre. Ceci peut amener une errance qui peut être pathologique et durer pendant des années à ne pas savoir vraiment à qui on a affaire. Vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne ou très attaché à cette personne, mais la relation ne vous laisse pas tranquille. La relation vient vous questionner, vous chercher dans vos retranchements, vous faire souffrir parfois. Bref, cette relation ne ressemble aucunement à toutes celles que vous avez connues auparavant et c'est ce qu'on va appeler une relation atypique. L'être cher vous évite parfois, mais lorsque vous vous retrouvez, vous êtes pleinement présents l'un à l'autre. Et donc, vous vous êtes dit que peut-être il ou elle avait une personnalité évitante. Mais certains jours, vous doutez. Et donc, voyons ensemble avec quoi on peut confondre ce comportement d'évitement. Si je repars depuis mon podcast précédent que je vous invite à aller visionner au préalable, nous avons vu que du côté droit, donc en ce qui concerne la personne qui est amoureuse de l'évitant, ou de l'évitante, mais je vais plutôt dire l'évitant de manière plus générale pour me simplifier la tâche. Ce qui est couramment rapporté de cette personne, c'est l'intensité qu'elle ressent dans la relation. Et les conditions psychologiques dans lesquelles la relation se déroule ne lui permettent pas toujours d'objectiver ce qui se passe en face chez l'autre personne. Bien souvent, en face, on a affaire à quelqu'un qui ne se dit pas, qui ne se raconte pas, qui ne partage que très peu de choses, voire pas du tout ou pas grand-chose. Sur mon tableau à droite, j'avais précisé qu'on observe un évitement de cette personne à travers des éléments de sa vie qu'on peut analyser, mais le fait de se dire que c'est une personne évitante, c'est une grosse hypothèse et nous allons voir pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour voir à quel profil on peut avoir affaire et avec lesquels on peut confondre l'évitant. En ce qui concerne une personne chez qui le problème serait assez saillant, très marqué, c'est qu'il y a une certaine rigidité. On va parler ici d'un trouble de la personnalité. Donc c'est inscrit dans sa personnalité. Ce ne sont pas uniquement des traits. Toute sa personnalité est construite autour de l'évitement. Alors, si je reprends la littérature scientifique, et notamment le DSM-5 révisé, c'est un des outils théoriques avec lequel travaillent les professionnels de la santé mentale. Il est écrit noir sur blanc que pour diagnostiquer un trouble de la personnalité évitante, le patient doit avoir un tableau constant associant l'évitement des contacts sociaux, le sentiment de ne pas être à sa place et une hypersensibilité à la critique et au rejet. Et ensuite, on reconnaît ce trouble grâce à la présence d'au moins 4 des éléments suivants. Le refus des activités liées à l'emploi qui implique un contact interpersonnel car ces personnes-là craignent d'être critiquées ou rejetées ou qu'on les désapprouve. Ou encore, un autre critère, c'est la réticence à s'impliquer avec les autres à moins d'avoir la certitude d'être appréciées. Ensuite, il est dit qu'elles sont réservées dans les relations étroites parce qu'elles craignent le ridicule ou l'humiliation. Elles ont l'inquiétude d'être critiquées ou rejetées dans les situations sociales. Et aussi, ce sont des personnes inhibées dans les nouvelles situations sociales parce qu'elles ont l'impression d'être inadéquates. Elles ont une vue d'elles-mêmes comme socialement incompétentes, sans attrait ou inférieures aux autres. Et donc, du coup, elles ont une réticence à prendre des risques personnels ou à participer à toute nouvelle activité, car cela peut les mettre très mal à l'aise. Ces symptômes doivent avoir débuté au début de l'âge adulte, car on va se garder de diagnostiquer un trouble de la personnalité, quelque chose d'assez lourd, à un enfant ou un adolescent. On attend que l'individu ait terminé son développement. Et enfin, on note que la prévalence est de 2% de la population. Et donc, statistiquement, il n'y a qu'une seule personne autour de vous sur les 50 personnes que vous fréquentez qui puissent avoir un trouble de la personnalité évitante. Ou alors, vous êtes au sein d'une famille ou un groupe culturel qui présente beaucoup d'individus, beaucoup de membres avec ce type de trouble de la personnalité.
Je précise qu'il y a des diagnostics qui se posent avant l'âge adulte, comme par exemple celui du TDAH, le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, mais justement parce que c'est un trouble du développement. Pour les troubles de la personnalité, on va attendre que l'individu ait terminé son développement. Dans l'un de mes podcasts, je vous disais que ce n'est pas tellement l'étiquette qui compte, puisque une souffrance est une souffrance. On va voir comment l'accompagner. Mais je me rends compte que bien souvent, les gens confondent le profil. Ils ont l'impression d'avoir affaire à un ou une évitante, mais je vous propose de regarder de manière plus nuancée. En dehors des troubles de la personnalité, on peut aussi reconnaître de l'évitement parmi les personnes qui souffrent d'un trouble de l'attachement. Donc, grosso modo, une moitié de la population a un attachement sécure et l'autre moitié un attachement insécure. Seule la moitié de la population souffre d'un trouble de l'attachement parce qu'il est insécure. Parmi ce type d'attachement, il y a 3 sous-catégories. Les anxieux avec une prévalence qui tourne autour de 20%, les évitants de 25%, qui aura tendance à augmenter avec la société moderne en ce qu'elle nous pousse à l'individualisme et à l'isolement. Les personnes à l'attachement chaotique alternent entre anxiété et évitement. Ces personnes-là représentent 5%. Et donc les 2% de prévalence dont on parlait des troubles de la personnalité évitante se retrouvent dans les 25% des personnes qui ont un style d'attachement évitant. Alors de qui parle-t-on lorsqu'on parle des personnes qui ont un trouble de l'attachement évitant? Ce sont des personnes qui ont une peur de l'intimité, qui ont tendance à fuir les relations par peur de la souffrance et du rejet. Cette notion de rejet est parfois trop floue pour certaines personnes que pour pouvoir et la situer chez soi en tant qu'évitant et pour le partenaire de pouvoir bien cerner de quoi il s'agit. Tout le monde porte une blessure de rejet, donc c'est pourquoi elle n'est pas exclusive à l'évitant. Je vous suggère d'aller vous informer sur la manière dont s'exprime cette blessure de rejet, notamment à travers les travaux de Lise Bourbeau. Les personnes à l'attachement évitant peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions, à rechercher de l'aide ou à s'engager pleinement dans les relations. Elles peuvent paraître froides, distantes, hautaines et préférer la solitude. Alors la question à 1 million d'euros, si ce n'est pas un évitant ou une évitante, c'est quoi? Eh bien déjà, c'est un individu avec sa façon unique d'être au monde. Il va falloir vraiment se faire à l'idée qu'il y a 8 milliards de façons différentes d'être au monde. Que cela nous plaise ou pas, l'autre, l'altérité, n'a pas vraiment toujours à voir avec ce qu'on croit ou ce qu'on connaît de soi. Qui est donc cette personne qui nous tourne le dos? Et entre parenthèses, comment elle ose me tourner le dos, comme me diraient certaines clientes? Alors, tout premièrement, cela peut être tout basiquement, tout simplement, quelqu'un qui n'a pas de trouble de personnalité, ni de trouble de l'attachement, ni de problème relationnel, ni de problème de communication. Quelqu'un qui nous a dit qu'il ne souhaitait pas rentrer dans la relation, mais à l'endroit où on ne veut pas l'entendre. Alors, deuxièmement, positionnement qui est tout aussi difficile à discerner, c'est la personne chez qui on reconnaît tous les traits d'évitement de la personnalité évitante, mais qui de toute façon ne veut pas la relation. Et parce qu'elle coche toutes les cases de la personnalité évitante, on aurait tendance à se persuader qu'elle nous aime en secret, ou alors qu'elle nous aime et qu'elle n'en a pas conscience. Pour ces cas-là, eh bien, je vous suggère vivement de passer votre chemin au risque d'aller vers du harcèlement. Et c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point cette étiquette d'évitant est commode. C'est une sorte d'étiquette valise, fourre-tout, où on peut mettre beaucoup de monde. Il suffit que quelqu'un nous évite. Donc, comment s'en sortir dans ce fourre-tout? Déjà, je vous invite à vous référer donc aux critères diagnostiques du DSM-5 que j'ai précités.
Vous avez entendu que ça ne concernait que 2% de la population. Ensuite, s'agissant du trouble de l'attachement évitant, certes, ça concerne déjà beaucoup plus de monde, 25%, un quart, ce qui n'est pas négligeable. En revanche, beaucoup de personnes qui me consultent ont plutôt affaire à un profil désorganisé, chaotique, donc 5%, donc ce sont parmi les personnes, on va dire, les plus complexes, déjà par l'alternance de leur façon de s'attacher dans la relation. Un coup, elles sont anxieuses, un coup, elles sont évitantes, donc elles n'ont aucune stratégie claire pour s'attacher, on ne sait pas sur quel pied danser et on marche sur des œufs. Avec ces personnes-là, contrairement à ce que je vous ai précité du trouble de la personnalité évitante, on sent qu'on a affaire à d'autres choses, à d'autres critères qui n'interviennent pas dans le tableau que je vous ai énuméré. Et donc pourquoi on se cantonne et on s'accroche à cette étiquette d'évitant? Mais parce que elle est plus sexy, elle est plus acceptable pour la personne qui est amoureuse que de se dire qu'éventuellement ce serait un ou une psychopathe par exemple. Et donc en fonction du vécu, de l'expérience et du matériel traumatique de la personne dont il est question, on va voir qu'il y a plusieurs options, plusieurs profils possibles. Et il n'est pas rare que lorsqu'on est en colère contre la personne qu'on pense évitante, eh bien on lui prête tous les pires traits de la terre. Commençons par le diagnostic différentiel qu'on retrouve sur le DSM-5 révisé. Il est question de phobie sociale et de troubles de la personnalité schizoïde. Souvent, la phobie sociale et la personnalité évitante coexistent, donc il est très difficile de les distinguer. Donc, disons que les personnes qui souffrent de phobie sociale sont conscientes de leur gène, ce qui n'est pas le cas de l'évitant. Les personnes qui souffrent de troubles de personnalité évitante n'ont bien souvent pas conscience de leurs troubles. Les personnalités schizoïdes s'isolent parce qu'elles n'éprouvent pas d'intérêt pour les autres, tandis que la personnalité évitante, elle s'isole par peur du rejet et de la critique. Observons maintenant le trouble de la personnalité narcissique. Même si un évitant peut avoir des traits narcissiques, la personne qui souffre de ce trouble narcissique n'a pas de méfiance envers l'autre, car elle a besoin d'éloges, de louanges, de valorisation, et elle a peur que ses défauts soient révélés. Bien sûr, elle peut vous éviter, mais ce n'est pas sa modalité principale. Sa modalité principale, ce sont les défenses narcissiques. Parmi celles-ci, on retrouve le fait de projeter sur l'autre ses propres défauts. Au lieu de reconnaître ses défauts, on va dire que c'est l'autre qui est comme ça. L'évitant, lui, se méfie, il a peur de se confier, il a peur de demander de l'aide parce qu'il a peur d'être embarrassé, il a peur de ne pas être à la hauteur. Une personne narcissique, souvent, elle vous répète à quel point elle est à la hauteur, à quel point elle est au top. Il y a donc de l'orgueil et un sentiment de supériorité qu'on ne retrouve pas chez l'évitant. Que ce soit réaliste ou pas, et même si à l'intérieur elle se sent minable, c'est le discours extérieur de la personne narcissique. Quelqu'un qui vous demande beaucoup de services, comme si tout lui était dû, n'est pas un évitant. Puisque la défense principale de l'évitant, c'est le repli, eh bien, il ne va pas aller demander de l'aide, il préférera s'en sortir seul. Alors, un cran plus loin concernant le pervers narcissique, c'est une appellation qui n'existe pas dans les manuels. On parle plutôt de troubles de la personnalité antisociale ou le sociopathe ou le psychopathe. Ces personnes-là agissent de façon utilitaire, intéressée et impulsive. Les autres sont tout simplement un pion sur leur échiquier pour avancer, pour réussir. L'évitant se comporte tel qu'il le fait parce que c'est sa modalité défensive, tandis que le pervers narcissique, il a tout simplement un fonctionnement différent du monde. Il est antisocial, contre le monde. Et il va jusqu'à jouir de la souffrance du monde. Il en tire un plaisir, ce qui n'est pas le cas du narcissique qu'on a vu juste avant, ni de l'évitant. Que ce soit pour le pervers narcissique ou pour la personnalité narcissique, leurs proies sont des personnes ressources. C'est-à-dire que si vous avez de la bienveillance, si vous êtes empathe, vous êtes une proie idéale pour ces personnalités-là.
Alors, je sais que c'est bizarre de parler ici d'un comparatif avec le trouble de la personnalité anxieuse, puisqu'il est plus ou moins difficile de les confondre, puisqu'ils sont en opposition et souvent ils s'attirent. Mais ça vaut quand même la peine de le mentionner. Ils ont ceci en commun, qu'ils ont des peurs, donc ils ont peur de quelqu'un ou de quelque chose. La personne qui souffre de troubles anxieux a conscience de son trouble, ce qui n'est pas le cas chez les évitants. Et elle a une pensée moins rigide. Elle se remet donc plus facilement en question. Et on retrouvera moins de susceptibilité chez la personne anxieuse que chez la personne évitante. Elles peuvent présenter de la méfiance envers l'autre, notamment en raison de leur peur de l'abandon, et donc être plus sujet à la jalousie, là où l'évitant présente vraiment de la méfiance envers l'autre dans une perception d'intention malveillante. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire dans le différentiel de ces deux troubles, mais vous pouvez parcourir toute ma chaîne pour cela. Concernant les autres troubles avec lesquels on peut confondre l'évitant, il y a notamment le borderline, la personne qui souffre de troubles borderline, notamment celles qui sont plus sur le versant évitant que sur le versant anxieux, puisqu'elles combinent les deux. Il y a la personne qui souffre de troubles de personnalité paranoïaque. Il y a les personnes qui souffrent de troubles de développement, comme par exemple les TSA, le trouble du spectre autistique. Les personnes qui souffrent aussi d'un syndrome de stress post-traumatique peuvent être dans l'évitement. Il y a les personnes qui souffrent d'une affection médicale. Je sais que ça peut être curieux aussi de l'évoquer, mais ça en vaut la peine. Donc quelqu'un qui souffre de surdité peut mal entendre et mal interpréter ce qu'on lui dit et aussi mal réagir. Et à la longue, préférer éviter le monde. Il y a aussi les personnes qui souffrent de l'usage de substances comme l'alcool, la drogue ou des psychotropes. Pour ces aspects-là, je vous invite à aller consulter la littérature à ce sujet. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet et sur YouTube pour ne pas vous limiter ou vous enfermer dans la croyance qu'il s'agirait d'un profil évitant. Alors, je mentionne aussi la différence de culture qui peut provoquer des malentendus et donc de la distance relationnelle ou de l'incompréhension ou de la gêne d'être tombé amoureux d'une personne qui ne correspondait pas à notre culture familiale, sociale ou ethnique. Et cela est valable aussi pour la différence d'âge. On peut ressentir une gêne en rapport à une trop grande différence d'âge. Dernière remarque et pas des moindres, tous ces troubles peuvent se combiner entre eux. Il y a une comorbidité possible entre eux. Et donc, un indice pour différencier tous les profils de celui de l'évitant, c'est que lorsqu'il parvient à surmonter ses défenses et qu'il est en rendez-vous auprès de vous, la personne évitante, elle est pleinement là, vous le sentez, parce qu'elle a enfin réussi à dépasser ses propres défenses et donc elle va pouvoir communier avec vous et goûter à cet instant magique. Et la différence majeure, c'est qu'une personnalité évitante ne cherche pas à vous nuire. Vous sentez qu'elle a une bonne intention. Cette intention bienveillante, elle va même jusqu'au point de se mettre en retrait pour vous protéger. Vous sentez que cette personne fait de son mieux malgré ses défenses. Cerise sur le gâteau, une personnalité évitante, en général, elle a passé tellement de temps seule qu'elle est capable de vous sortir des phrases de sagesse que d'autres profils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont trop à la surface. Et je parle de perles de sagesse dont la personne évitante ne semble même pas consciente. Ce n'est pas une citation que l'on sort d'un philosophe ou d'un bon penseur. C'est quelque chose qui n'est pas réfléchi, qui émane droit du cœur. C'est une expression pure du cœur. Je vais clore ici ce sujet et peut-être que j'ai oublié certains profils. N'hésitez pas à me le faire remarquer, alors je les étudierai peut-être ultérieurement. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker ou à le partager ou à vous abonner pour plus de sujets. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances et je vous dis au revoir et à très bientôt.